Le 10h midi qui commence bien, je le sens, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, Jackie Isabelle au communicant, Virginie Leguet qui est là, journaliste et éditorialiste politique, et Thibault Langsat, PDG de Jouve et ancien vice-président du MEDEF. Comme tous les jours, Gilles Gansman est avec nous pour évoquer cette présidentielle, le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Oh là là, elle est en colère. Zemmour lui prend tout, lui vole son programme. Je ne parle pas de Marine Le Pen, je parle de Valérie Pécresse. Et oui, désormais, c'est la guerre entre eux. Les électeurs préféreront l'original à la copie. Parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai proposé sur le pouvoir d'achat un 10% de hausse des salaires sur un quinquennat. La défiscalisation totale des heures supplémentaires en faisant sauter le plafond des 5 000 euros. La conversion des RTT en salaire. Donc je suis contente que M. Zemmour vienne copier mes propositions. Ça prouve qu'en matière économique, la droite a un temps d'avance et que certains courent derrière. Sophie, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je disais que c'était cours de récréation un petit peu quand même. Parce que j'aime pas du tout, il m'a piqué mon programme. Après tout, le mec, il veut faire l'union des droites. Je ne suis pas particulièrement zémourienne, même loin de là. Quand il veut faire l'union des droites, il est normal qu'il pique les programmes de droite. Mais on voit que le débat se déplace désormais entre Zemmour et Pécresse et non plus entre Zemmour et Le Pen. C'est ce qui se passe de plus en plus. Oui, alors... En même temps, dirait l'autre, Marine Le Pen a fait énormément de progrès, elle a beaucoup bossé, je suis vraiment obligée de le reconnaître, on l'a reçu, et c'est pas joué encore, si Elle a perdu presque 10 points depuis le début de l'été, ce qui est énorme. Oui, elle a perdu, elle est effectivement... à 24 dans certains sondages. Elle est à 17,5. Pas tout à fait 10 points, mais elle est... Qu'à l'INPI, les idées ne se protègent pas, on Absolument. Le sait. Et puis il paraît que Manuel Valls aurait piqué des idées de droite sur la sécurité. Je sais pas si vous êtes au courant. Gilles, hier, après Roselyne Bachelot, que je vous ai fait entendre hier, qui était sur le front pour préparer la campagne d'Emmanuel Macron, c'est au tour de Marlène Schiappa. Tous les ministres sont en train d'encourager leur Emmanuel Macron. Donc elle s'y collait hier sur LCI. Elle aime son petit Macron. Et puis, vous savez, il est tellement populaire, tout le monde l'adore. Mais sur le terrain, je veux dire que ça se passe très bien. J'étais encore à Paris, dans le 13e arrondissement, avec les militants de la majorité présidentielle pour tracter, pour échanger, notamment sur la question de l'inscription sur les listes électorales sur les marchés. Et l'accueil que nous recevons, je dois vous le dire, est très bon. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils ont hâte de pouvoir avoir Emmanuel Macron comme candidat. Il y a beaucoup de soutien. Les gens nous disent on a un président courageux, un président qui a assuré pendant la période de la crise économique, qui a un bilan solide, et beaucoup nous disent aussi honnêtement en face il n'y a pas grand monde de sérieux. Tout le monde l'adore. Ouais. Tout le monde l'aime. Elle n'a pas battu Darmanin. Non, il n'y a pas un seul Français qui ne soit pas d'accord avec Emmanuel Macron. Et la journaliste qui dit comment ça, il n'y en a pas un seul, ou je crois que c'était Nathalie Saint-Cry qui a halluciné de dire comment c'est possible de dire un truc comme ça. D'ailleurs, ce matin, il a rectifié. Il a dû se rendre compte qu'il avait été un peu trop enthousiaste. Oui. Les antivax et les gilets jaunes vont-ils perturber la campagne? En tout cas, ils vont tenter leur coup en campiant les truckers canadiens qui veulent eux aussi avoir leur convoi de la liberté. Ça va avoir lieu vendredi. Bon, je suis pas sûr que ça aura peut-être un peu moins de gueule, les estafettes, plutôt que les trucks américains. Mais on va tenter d'avoir notre convoi à la française. Des kangous. Peut-être des kangous. Depuis quelques jours sur Facebook, des groupes émergent. Objectif, rassembler des automobilistes, des motards et des routiers de toute la France et se diriger vers Paris pour bloquer tous les accès à la capitale vendredi. C'est similaire au mouvement des Gilets jaunes en fait. Il y a différents groupes dans différents secteurs, différentes régions. Donc chacun va faire ce qu'il veut pour bloquer, on va dire, la capitale et mettre une pression au gouvernement. Sur Facebook, certains groupes rencontrent un franc succès. Plus de 250 000 personnes ont déjà rejoint celui-ci. Selon l'un des adhérents au mouvement, cela s'explique par des revendications élargies qui vont au-delà des protestations contre le pass vaccinal. La justice sociale avec les hausses de l'essence, l'obligation déguisée, on va dire vaccinale, avec le pass vaccinal, et c'est une convergence, on va dire, de lutte qu'il va y avoir. Donc il va y avoir un petit peu de tout au sein de ce convoi de la liberté. Bon, on se demande comment il y a autant de candidats à la présidence de la République. C'est ingérable, ce pays. Je veux dire, c'est toutes les 2 minutes. C'est insupportable, la convergence des luttes. Alors c'est les vaccins, l'essence. Le leader s'appelle Rémi Monde.
Rémi Monde, immonde. Et donc, j'ai vu que il peut porter plainte contre diffamation. C'est lui, Rémi Monde. Enfin bref, c'est lui qui et les syndicats de camionneurs se sont désolidarisés de ce mouvement en disant, mais c'est un peu le cas au Canada aussi, 90% de la population est vaccinée et que si on prend dans chacune des corporations les gens non vax ou qui protestent, on n'arrivera peut-être pas à une mobilisation. On verra. Hein. Peut-être que vous en pensez quoi? Vous pensez, Thibault Langsat, que ça peut fonctionner? C'est-à-dire que la FNTR regarde ça avec vigilance, mais c'est pas une revendication patronale et c'est pas une revendication syndicale. Donc les organisations légitimes sont très perturbées par ce mouvement qui est complètement difforme. Je rappelle qu'on disait exactement la même chose des Gilets jaunes. Absolument. Au départ, personne n'y croyait, d'autant que ce n'était soutenu par aucune organisation et que c'est un mouvement totalement spontané qui d'ailleurs a beaucoup pâti par la suite de son manque d'organisation. Et je rappelle aussi qu'il y a quand même en France beaucoup de gens qui soit ne parlent pas, soit se sont éloignés des votes, mais qui sont mécontents. Alors les causes du mécontentement sont effectivement très nombreuses, mais il ne faut pas sous-estimer le mécontentement et la colère d'une partie des Français. Oui, sauf que Virginie, pour faire les gilets jaunes, il faut s'acheter un gilet. Pour bloquer les routes, il faut s'acheter un très gros camion. Et donc les mouvements patronaux et syndicaux sont quand même la différence, c'est que tout le monde peut venir. Là, tout le monde peut venir. Rémi Monde dit, à l'inverse du Canada, tout le monde peut rejoindre le cortège. On se rappelle du fameux Tarzan en plein été. Il était soutenu par des syndicats. Il y a quand même des moyens matériels qui sont extrêmement importants à mobiliser pour ce faire. Ça paraît. Puis on n'est plus dans cet état d'esprit. Ça a été le mouvement unitaire au départ. Oui, enfin c'était surtout les médias. Non, mais ce qui a été le point de départ, ça a été une forme d'unité sur le prix de l'essence. Oui. Et après, c'est devenu extrêmement difforme, protéiforme. 80 à l'heure. Mais un auditeur me dit, ça va plus loin que les vaccins. Vous, journalistes, n'allez pas au fond des choses. Moi, je l'ai entendu ce matin, Rémi Monde, et il avait un petit peu de mal à expliquer la mobilité, la mobilisation au-delà de on en a marre et on n'est pas content. Oui, et puis il y a une chose qu'on peut dire, Valérie, c'est que logiquement, dans 3 semaines, 1 mois, là, les discothèques vont réouvrir. Donc petit à petit, les choses, en avançant dans la campagne, vont se lever. Le mouvement arrive un peu tard. Les Québécois, c'était parce que les camions pouvaient plus faire leur travail et ils pouvaient plus aller aux États-Unis. Là, lever les sanctions et tout ce qui se passe autour de la vaccination, ça va bientôt s'arrêter. Thibault Langsat. Je pense que après la campagne présidentielle, on sera obligé d'avoir un nouveau paradigme qui s'ouvrira autour de ce sujet. Et je pense que ça durera, parce que c'est un sujet qui est prisonnier de la campagne. Oui. Non, mais c'est sûr qu'il va y avoir ce sujet qui va revenir. Sophie, oui. Nous, on retrouvera toujours un sujet pour en parler. Bon, voilà. On va peut-être marquer une pause. C'est peut-être un petit peu tôt. Non, on marque pas une pause. C'est embêtant parce que on peut pas. Voilà. On va commencer les coups de cœur et les coups de gueule. Thibault Langsat, peut-être on va commencer avec vous. Alors moi, j'ai un coup de cœur qui est les résultats des entreprises françaises. Elles vont avoir à peu près 150 milliards de résultats, ce qui est sans précédent, et ce sera à peu près 66 milliards de dividendes qui seront versés aux actionnaires. À peu près. C'est mal. Ça fait partie de la colère. J'attendais vos réactions. Eh bien non, c'est un coup de cœur parce que ça prouve la vitalité de nos entreprises. Se posera la question de la redistribution, mais quand les entreprises redistribuent, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour l'économie, et donc c'est une fierté qu'on peut avoir avec ces résultats sans précédent. Sans compter qu'à Éthique, nous avons un groupe de travail parce que nous voulons que les salariés s'enrichissent. Et vous aussi, évidemment, Thibault. Enfin, pas dans les EHPAD. Oui. Alors, on va ce sera son coup de gueule. Mais sauf que la redistribution, en tout cas dans la croyance populaire, et peut-être que c'est la réalité, elle va à des actionnaires, elle ne va pas aux salariés. Alors justement, je pense qu'il faut des salariés actionnaires. C'est vraiment quelque chose de... D'ailleurs, Thibault travaille dessus. Il faut des salariés actionnaires. Il faut même des salariés dans certaines boîtes qui investissent un peu d'argent pour acheter des actions à des prix très particuliers. Mais je crois qu'il faut avoir cette mentalité-là. On ne peut pas le matin hurler contre les dividendes qui sont une forme de redistribution envers ceux qui ont acheté des actions et il faut des actions et il faut la bourse. Et puis l'après-midi demander qu'il y ait des dividendes pour les salariés. Moi je suis pour les dividendes, mais je suis entièrement d'accord, il faut que nos salariés s'enrichissent. Ils ne participent pas assez. Alors c'est pas la même chose dans une boîte de 15 personnes et dans une boîte du CAC 40. Mais il est évident qu'il faut absolument améliorer cette redistribution. Puis tous les plans qu'on met en place dans nos petites entreprises, les plans épargne retraite, les choses comme ça.
c'est de l'entreprise cotée et ça enrichit les salariés. Et d'ailleurs, ils sont contents de bénéficier de ça. Cette espèce de discours qui consiste à dire que le dividende est l'ennemi du salaire. Et je vous invite à lire d'ailleurs le bouquin de Thibault justement sur ce dividende salarié qui est très très bien. Eh bien, va dans ce sens-là. Un point de référence, c'est 334 milliards de salaires versés pour 66 milliards de dividendes. C'est également 21 milliards reversés au titre de l'intéressement, de la participation et l'abondement. Donc on voit que quand on regarde l'ensemble des sommes, la répartition est en partie juste. On peut probablement aller plus loin, mais on ne peut pas crier au vol et à la spoliation. Ouais. Non, il y aura un problème sur les bas salaires, mais c'est autre chose. Il est bientôt 11h, c'est l'heure du journal. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Les débats avec vous, les débats. Vous savez que ça a commencé, hein, vous arrêtez de parler quand ça commence. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, et Thibault Langsade, PDG de la société Jouve, et vous êtes ancien vice-président du MEDEF. Alors mon entreprise a juste changé de nom, elle s'appelle Lumines depuis 2 semaines. J'aurais dû vous le préciser tout à l'heure. Lumines, d'accord. Une petite précision tout de même, nous ne sommes pas anti-kangou. Voilà, c'était super, c'est super. C'était une petite pointe d'humour face aux gros trucks américains. Effectivement, ce mouvement n'est pas anti-vax, mais est anti-pass, mais il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans ce mouvement des camionneurs de la liberté ouvert à tous, et on verra effectivement ce que ça donnera. On va parler d'Emmanuel Macron en Russie. Emmanuel Macron, juste avant l'élection présidentielle, se redonne une stature internationale. Retour sur son entretien avec Poutine. Faut-il faire plus de maths au lycée? Alors après les avoir supprimés, on a vu que Jean-Michel Blanquer voulait y revenir, remettre au programme en première et en terminale. Et puis on va parler du clash entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe ce matin sur BFM, assez violent. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jackie, ça a trait avec la Russie. La Russie. Oui. Je parle pas aussi bien russe que Valérie Pécresse. Non, je trouve qu'on se focalise trop sur la dimension diplomatique traditionnelle. On nous ressort les Kissinger, on nous sort les Brzezinski. En ce moment, la Russie est en guerre face au monde et notamment face à l'Ukraine, parce que depuis très longtemps, depuis l'URSS, depuis 1954, où il a traîné des départements qui étaient spécialisés dans la militarisation de l'information, la Russie mène une cyberguerre contre le monde et tout particulièrement contre l'Ukraine. Ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses, très dangereuses parce que elle a 2 intentions. Elle veut déstabiliser l'économie de l'Ukraine. Et il y a suffisamment de très bons entrepreneurs autour de la table pour savoir qu'aujourd'hui, comment déstabiliser l'économie, c'est en touchant au comportement. Aujourd'hui, dans des pays modernes, les comportements font l'économie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, ils mènent des missions de déstabilisation des opinions publiques en Ukraine. Et donc, les Russes ont développé des savoir-faire dans ce domaine-là. Dans ces univers-là, on parle d'une arme qui est favorable du faible au fort. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'arrête pas de nous parler des chars, on n'arrête pas de nous parler des frontières, etc., etc. Il y a une vraie guerre qui se mène, et cette guerre est très dangereuse. Et un jour, vous verrez, elle permettra à des groupes de hackers, elle permettra à ces groupes de hackers qui sont armés par des gouvernements, et bien peut-être un jour de porter atteinte à la sécurité d'une centrale nucléaire, d'une centrale électrique, d'un barrage, etc., etc. Et c'est ce que développent avec énormément de talent les Russes depuis très longtemps. Et cette guerre-là, ils la mènent en Ukraine, et il faut en parler beaucoup plus et inviter des spécialistes qui connaissent bien. Si vous souhaitez vous informer pour vos lecteurs, lisez tout ce que fait Monsieur Gergorin, l'ancien numéro 2 de ADS. C'est assez remarquable, et en plus c'est à peu près compréhensible. Thierry Breton d'ailleurs est en train de faire en Europe, il a compris pour les puces par exemple, il va installer une usine, c'est important. Je suis pas tout à fait d'accord, ou alors je suis beaucoup moins compétente que Jackie, ce qui est très possible. C'est pas possible, Sophie. Et je trouve que... Alors, on peut aussi comprendre un petit peu que la Russie n'ait pas envie que l'Ukraine soit à l'OTAN. Je veux dire, c'est quand même un organisme militaire. Ils ont des frontières et une histoire complètement commune, l'Ukraine et l'URSS, enfin la Russie. Donc, on peut un tout petit peu comprendre. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Je suis sûre que les Russes sont dominants, mais je suis pas aussi sûre qu'ils sont en train de préparer une guerre mondiale, moi.
Je pense même on y reviendra dans un instant. Dans le domaine du cyber, je vous parlais. Le Monde hier a fait une page entière pour expliquer quelques aspects, pas entiers. Oui, mais enfin le pire n'est pas certain. Ce qui est très intéressant sur ce qu'exprime Jackie, c'est que la guerre cyber a déjà commencé et la France a déjà mené des opérations de riposte. Le ministre de la Défense l'a évoqué. Vous avez des cellules au sein du ministère des Armées où des opérations de riposte ont été menées sur de la cybertechnologie. C'est toute la problématique. Ce sont des attaques qui ont été menées par des militaires cyber français qui ont riposté suite à des atteintes à la sûreté de l'État. Est-ce que ça a été fait sur les hôpitaux? Est-ce que ça a été fait en riposte de ce qui a été fait sur ce qui n'est pas toujours visible? Mais en tout cas, il y a des opérations de riposte et c'est la première fois que le ministre des Armées explique que des militaires cyber ont riposté à des attaques. Au sein du ministère de la Défense, ça s'appelait le 9e bureau avant, vous avez un endroit, donc, qui était le 9e bureau, qui est spécialisé dans la désinformation. Nous, en France, on est extrêmement fort sur cette situation. Et dans la désinformation ou la militarisation de l'information, alors il y a la manipulation des médias qui fait partie des actions, mais il y a tout un tas d'actions cybernétiques qui sont menées et qui aujourd'hui sont extrêmement dangereuses. Parce que, alors, si ça vous intéresse, pareil, là le ministère de la Défense a mandaté un groupe et ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Red Team. C'est les guerres de 2030-2050. Et le patron de l'Agence de l'innovation de la Défense, il était stupéfait. Il a dit, ce titre et ce livre est le deuxième bouquin le plus vendu en France. Les gens se sont rués dessus et ils expliquent quels sont les risques d'un pays, les risques cyber que connaîtra un pays dans les prochaines années. Ces guerres-là, la Russie les mène partout dans le monde parce qu'ils n'ont pas la puissance militaire des États-Unis et que c'est leur moyen de se déployer partout dans le monde et ils sont extrêmement efficaces avec les Coréens du Nord. Ça s'appelle Red Team. Donc l'équipe rouge, les guerres, c'est passionnant. Il me semble que la principale raison pour laquelle la Russie ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, et ça a été répété plusieurs fois par Vladimir Poutine, c'est pas tant ce que vient de soulever Jackie Isabello, encore que le problème est réel, mais c'est pas, je pense, à l'ordre du jour de ce qui s'est passé hier. Il l'a dit très clairement, il a dit si l'Ukraine entre dans l'OTAN et veut récupérer la Crimée, donc c'est bien ça son souci, elle entraînera les autres pays de l'OTAN dans un conflit dans lequel il n'y aura pas de gagnant. Autrement dit, voilà, nous, on veut préserver nos positions. C'est ça la principale raison. On va revenir sur la rencontre le hier. Reste, c'est de l'habillage. La principale raison, c'est exactement ça. Alors, on continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Virginie, vous vouliez revenir sur l'affaire Balkany. Oui, j'étais un peu surprise des propos de l'avocat de Patrick Balkany. Vous voulez qu'on l'écoute? On a l'extrait. Est-ce que dans son état de santé, vous estimez que Patrick Balkany est en danger en étant aujourd'hui de retour en prison? Lors de sa première incarcération, il a perdu 30 kilos. Combien en perdra-t-il lors de sa seconde incarcération? Vous estimez qu'il est en danger de mort? Je pense. En danger de mort? Oui, je pense qu'il est en danger de mort. Et je pense aussi qu'Isabelle Balkany est en danger de mort. Voilà. Donc, franchement, je veux bien tout comprendre, mais que l'avocat, qui est un grand avocat très connu, très respecté, très respectable probablement, Pierre-Olivier Sûr, se permettent de dire qu'ils sont tous les deux en danger de mort et se permettent de jouer sur l'émotion et oublient et critiquent au passage toutes les déclarations de la procureure, sous-entendu balaye du revers de la main toutes les objections qu'elle a faites, et ces objections, elles sont nombreuses. Elle dit que les Balkany ont harcelé tous les représentants de la justice, qu'ils ont eu des propos véhéments, voire outrageants pendant des mois et des mois, qu'ils ont respecté en rien les conditions du bracelet électronique. Il y a eu le bracelet électronique a sonné plus de 100 fois, et elle relève, surtout avec un peu de dépit, pour ne pas dire de colère, le comportement totalement méprisant des époux Balkany face à la justice. Ils ont joué avec le feu. Elle le dit mot à mot. Et lui, il balaye tout ça du regard et il dit, en fait, ils sont en danger de mort. Je trouve que c'est pas un argument qui est audible, et qu'il aurait pu balancer un peu sa position, reconnaître que... Enfin, c'est la com des Balkany depuis le sans fait doute, qu'on leur... sans doute, mais on vient pas devant les micros pour dire qu'ils sont en danger de mort, pour ne dire que ça, parce que dans le fond, il n'a dit que ça, pour ne reconnaître aucun tort dans le comportement des époux Balkany. Et s'il est leur avocat, il aurait pu leur conseiller, parce que je crois que ça fait des mois que ça dure, ce harcèlement judiciaire qu'ils ont mené tous les deux, pour conseiller à ses clients de mettre peut-être un peu la pédale
pédale douce et de se conformer un peu à ce qu'on attendait d'eux. Alors je suis d'accord avec ça, mais je voudrais qu'on écoute la procureure. On l'a écouté dans Madame le zapping ce Dominique matin. Plechmail. Absolument, écoutez. Je dirais qu'on a affaire à des gens qui sont dans la toute-puissance, qui ont sans doute passé toute leur existence dans la toute-puissance et qui ont commis un délit qui est aussi un délit de toute-puissance, délit de fraude fiscale, qui ont été condamnés pour ça, qui n'ont pas accepté la condamnation et qui n'acceptent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les problèmes de sonnerie intempestive du bracelet électronique, mais il y a aussi des demandes d'élargissement des horaires non justifiés. Il y a aussi des insultes à l'encontre des conseillers d'insertion et de probation. Et puis, cette absence totale d'efforts pour régler la dette fiscale. Voilà, ils n'ont pas remboursé, je crois qu'ils ont remboursé 2 000 euros sur les 50 000 euros. Non, mais il y avait des intérêts qui n'ont pas remboursé. Ouais. Non, ils n'ont pas remboursé, ce que j'ai lu ce matin. Ils ont remboursé 2 000 euros au total sur 50 000 euros qu'ils devaient. 5 millions. Sur 5 millions, oui, j'ai dit 5 millions. J'ai dit 50 000, oui. Oui, vous avez probablement tous raison. Ouais. Vous avez tous raison, évidemment. Ils sont mal comportés, etc. Moi, j'y peux rien, j'ai pitié. Les remettre en prison. Je préfère qu'ils balayent. Je sais pas, qu'on lui donne une peine d'intérêt général en plus, mais les remettre en prison. Est-ce qu'ils nuisent à la société? Non. Je veux dire, non, ils nuisent pas à la société. Je veux dire, elle a quand même fait 3 tentatives de suicide. C'est peut-être des fausses tentatives, mais enfin, on la garde à l'hôpital. Lui a quand même perdu je ne sais combien de kilos. Il est malade. Oui, vous avez raison. Ils sont pas bien comportés, etc. Je pense qu'on pouvait éviter la casse-prison à nouveau. Franchement. Mais enfin, l'alternative du bracelet électronique, pardon, la loi elle est très simple. C'est ce que dit la magistrate. Le bracelet électronique ou la prison. Le bracelet électronique, c'est pas un truc avec lequel on peut s'arranger. Oui. C'est-à-dire ne pas respecter les horaires, c'est-à-dire ne pas venir aux convocations, c'est-à-dire insulter les gens, c'est-à-dire les appeler indéfiniment pour leur dire je veux, j'exige. Enfin bon, c'est pas un truc à la carte qui est réservé à certains et pas à d'autres. Le bracelet électronique, d'une certaine façon, on peut considérer que c'est un régime qui leur a été accordé, qui est un régime favorable. Ouais. C'est pas le bagne que de vivre dans leur moulin, c'est pas le bagne. Ils y vivaient. C'est pas le bagne, mais faut pas exagérer non plus. Moi, je veux bien que vous ayez pitié, mais il faut être raisonnable. Combien de personnes peuvent avoir ces conditions-là? Mais lisez hier la tribune 1200 mètres carrés. La tribune de Dominique Simoneau, qui s'occupe des privations. Elle raconte les conditions en prison. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 79, 80. Non, mais c'est vrai, on a mis Guéant qui sort demain. Donc voilà, Thibault Langsad. Non, mais cette affaire est hors norme et elle aura été hors norme jusqu'au bout, y compris dans les propos de l'avocat qui sont dans une logique de défense. Après, moi, ce qui me sidère le plus, c'est le comportement des Balkany. À aucun moment ils font preuve de regret. Ils sont au bout de leur processus. Ils pourraient à un moment dire voilà, on a commis. Non, mais c'est pas ça la question. Ils pourraient à un moment avoir une forme de reconnaissance des choses qu'ils ont mal fait. Ils ont une ligne et une impunité qui, y compris en prison, me sidère. Oui, je peux pas. Je suis d'accord. C'est choquant, c'est choquant. Sophie, on peut parler un peu des propos de l'avocat. C'est vrai que les avocats, qui est une profession prestigieuse, ont un code de déontologie. Ils ont ce qu'on appelle une immunité de robe dans le prétoire. C'est-à-dire que l'avocat dit ce qu'il veut dans le prétoire. Il peut faire tous les effets de manche et tout ça. Il faut leur expliquer, et rappelez-vous ce qu'avait fait le premier avocat de Nordal-Lelandais, en expliquant que la France menait un complot contre Nordal-Lelandais. Quand on dit des propos comme ça, il faudrait les ramener un peu à leur manuel de rhétorique pour leur dire parfois vous allez un peu trop loin. Donc, vous en savez rien, j'espère qu'il leur arrivera bien en prison. Bah écoutez, il a été... Encore une fois, c'est pas mon propos, moi non plus. J'espère qu'il leur arrivera rien en prison, moi non plus. Mais ça s'est retourné contre eux d'une certaine manière, c'est qu'ils ont été placés, Patrick Balkany à Fleury-Mérogis. J'ai entendu justement... Non, parce que c'est médicalisé. Parce que c'est médicalisé 24 heures sur 24. Donc je pense espérer... c'est prison de femme aussi, donc on compte faire revenir sa femme. Et là aussi, l'avocat interrogé sur le choix de la prison a dit c'est tout à fait scandaleux. Nous, on préférait la santé, c'est beaucoup plus près pour ces avocats. Enfin, c'est pas un argument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler un petit peu des EHPAD, on va parler d'Emmanuel Macron et puis de Gérald Darmanin. Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Sophie de Menton, Jacques Isabello, Virginie Leguet, Thibault Langsad. On en est où? On en est à Sophie de Menton. Alors allez-y, décidément ce matin. Vous défendez les Balkany. Je défends les Balkany. C'est pas ça, j'ai pas envie de les voir en prison. Bon.
même s'ils l'ont mérité, d'accord. Voilà. Donc là, je vais être nuancée parce que je vais encore me faire flinguer. Je disais, pauvre Sophie. Oui. Je suis une Sophie Chantal. Mais vous méritez. Sophie Chantal. Alors allez-y, votre coup de gueule. Pitié pour le personnel et pour certains EHPAD. Ah. Voilà. C'est un peu plus nuancé. Je suis totalement indignée par les mauvais traitements qui ont été prodigués dans certains EHPAD, les grands groupes, etc. Mais enfin, je veux dire. Il n'y a plus que ça maintenant. On a l'impression qu'il n'y a pas un EHPAD qui traite bien les personnes âgées, que c'est absolument effroyable. Alors, je dis, on aura nous un directeur d'EHPAD qui veut venir raconter. Et moi, ma mère est morte sauver. dans un EHPAD, donc je sais ce que c'est. Elle est morte avec un personnel extraordinaire. Pourquoi les Sophie, on a eu ce débat hier. Mais pourquoi quand on parle des femmes battues, il y a toujours 3 personnes qui disent oui, mais il y a des hommes battus. Donc, alors, je dis qu'il y a des EHPAD dont j'ai été tellement impressionnée par le dévouement avec ma mère jusqu'au dernier moment, ce qu'il faisait, etc. Tellement impressionnée que je suis désolée. Je ne peux pas dire que tous les EHPAD. Et là, on a l'impression que vraiment vous avez votre vieille maman ou votre grand-mère dans un EHPAD, que c'est épouvantable. Et je voudrais dire aussi, parce que ça, j'insiste beaucoup, le patron des EHPAD, et on a d'ailleurs à Éthique des EHPAD aussi, qui disent que les familles viennent une fois par trimestre. Mais on s'en fout. Comment on s'en fout, Valérie? Mais je ne m'en fous pas du tout. C'est aux familles d'aller vérifier aussi un petit peu si on traite bien les gens. Vous savez ce qui se passe quand ça se passe mal? Je répète cet exemple. J'ai un proche en EHPAD à qui on ne change pas les couches et qui me dit je ne veux pas qu'on se plaigne parce que je vais être encore plus maltraitée. Qu'est-ce que vous faites? Valérie, et si vous allez voir la directrice, elle vous dit changez-le d'EHPAD, je ne peux pas faire autrement. Valérie, c'est épouvantable et je suis à 200% indignée par ces gens-là. Non mais vous ne pouvez pas dire la faute des familles, le machin, le truc. Je rétablis une vérité. Mais on s'en fout. Mais Sophie, personne n'a dit que tous les EHPAD étaient des abominations. Mais pardon, je termine. Mais il faut quand même. Attendez, laissez Sophie terminer. Pardon, mais il est quand même possible de dire... Vous excuserez après, Valérie. Je ne m'appelle pas Valérie. Ça fait rien, c'est à vous excuser aussi. On Sophie, reprenez vos esprits. Allez. Oui, mais vous êtes 4 contre moi. Non, allez-y. J'ai pas parlé encore. Et moi, j'ai dit que j'étais d'accord avec vous. Non, mais on donc je dis que j'en profite pour sensibiliser aussi une époque qui est très difficile avec les personnes âgées, qu'on n'accompagne pas, on les accompagnait autrefois, etc., qu'on laisse, on les met dans un EHPAD et puis on va les voir de temps en temps, ça suffit pas. Ce qui ne justifie en aucun cas ce qui se passe. Bon, bah alors. En aucun cas. Mais je vous rappelle qu'il devait y avoir un plan dépendance, une loi grand rien âge. ne vaut les petits-enfants et les enfants qui vont voir leur grand-mère dans les EHPAD pour les plans dépendance. Mais qu'est-ce que vous faites contre les... qu'il faut des contrôles beaucoup plus sévères. Il y a qu'un faucon. Je dis que c'est une honte parce que c'est vrai qu'il y a d'un autre côté financièrement et je l'ai vu d'ailleurs, c'est marrant, pendant le week-end dans un hôtel qui a changé, qui est un grand groupe, une chaîne d'hôtels, c'est pas une chaîne très chère. On compte les savons, on a supprimé le changement il n'y a plus de petites pantoufles, machin, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une économie qui est lamentable. Ça c'est vrai dans les grands groupes. Mais je ne veux pas qu'on confonde. Il y a des EHPAD formidables, il y a des soignants formidables, il y a des directeurs d'EHPAD qui sont extra. Mais bien sûr, on en a qui viennent. Mais on dénonce un scandale. On dénonce un scandale. On entendait ça, c'était tous les EHPAD. Non, mais il y a quand même... Voilà, c'est là vous êtes la première à dire c'est tout le monde. Mais non, je dis qu'il y a un scandale qui se passe, mais un scandale. La maltraitance des personnes âgées est un scandale. Donc on peut parler de ce scandale sans dire que tous les EHPAD sont pas général et que ça ne concerne pas que les grands groupes. Il y a des EHPAD associatifs chez qui ça ne fonctionne pas du tout. Et deuxième point que j'ai pas terminé, c'est qu'on a dit ça, on a dit que c'était le privé, que c'était une honte. Non, c'est pas que le privé. Vous avez entendu les politiques disant c'est terminé, c'est une honte, plus jamais le privé dans ce secteur. On ne doit pas se faire de l'argent sur le dos des vieux. Mais si. Oui, mais il n'y a pas que le privé. Alors Thibault Langsat. Je vais quand même donner un point, c'est que je n'aime pas le name and shame. Et donc derrière ces groupes, ce sont également des salariés. Et j'ai la naïveté de croire qu'une grande partie de ces salariés sont des salariés engagés sur un métier difficile, et donc c'est très difficile pour eux ce qui est en train de se produire. Néanmoins, ça pose la question de la dépendance, et on a tous des proches dans des EHPAD, et on voit bien la dureté de ce métier, la difficulté qu'il y a. Après, que les difficultés soient
pluriel, que les salaires soient bas, que les tâches soient difficiles, qu'il y ait également des exigences en termes de profitabilité, que l'État n'assume peut-être pas le rôle qu'il devrait faire pour pouvoir financer correctement la dépendance, les causes sont plurielles. Et donc, je peux comprendre que tirer à boulet rouge, eh bien, parce que ça nous arrache le cœur quand on voit ces personnes dans ces EHPAD, est logique. Et voilà, le name on the shame, faisons attention à ces personnes qui continuent à travailler et qui sont pointées du doigt. Oui, mais qui sont malheureux eux-mêmes de ces conditions de travail. Bien sûr qu'ils sont malheureux. Et puis, comme dans toute entreprise, il y a 10%, 5%, 20%, je n'en sais rien, d'abus, de comportements inadmissibles qui font l'actualité que nous avons aujourd'hui. Virginie ? Moi, j'ai été frappée quand même. Alors, en fait, il faut quand même dire que tout est parti d'un livre... Oui. D'un journaliste indépendant qui citait le groupe Orpea et qui citait aussi les autres groupes. Mais moi, j'ai été très frappée, je le suis toujours, par la quantité de témoignages, de libération de la parole qui s'expriment. Oui, mais attendons, attention, on peut dire qu'il y a des EHPAD formidables, mais cette quantité-là, ce nombre-là qui s'exprime depuis quelques jours, montre que ceux qui n'osaient pas parler hier, parce qu'ils avaient peur, effectivement, qu'une fois qu'ils auraient quitté l'EHPAD où ils venaient visiter leurs parents, les choses se passent encore plus mal. Il y avait une forme de honte aussi à dire, j'ai été voir ma mère, mon père, ma grand-mère, je suis pas très sûre de ce que j'ai vu, à qui je vais parler, à qui je vais dire qu'il y a quand même un peu de courage. À qui je vais dire, il y a quand même de culpabilité sous-jacente d'avoir laissé un proche dans une situation. Exactement. Et je crois que cette libération-là, elle traduit quand même quelque chose. Le directeur vous répond cassez-vous. Sophie, elle dit c'est une question de courage. Vous allez voir le directeur en disant pourquoi ça se passe comme ça. On vous répond si vous n'êtes pas content, partez. C'est exactement ça qui se passe. En tout cas, il y a une catégorie, Valérie, de gens qui ne sortent pas grandis pour envoyer leurs parents dans les EHPAD. Ça coûte très cher. Dont certains coûtent les politiques ne sortent pas grandis quand même de ces... Parce que rappelons quand même que lors du début de la pandémie, on s'était alarmé du fait qu'on ne savait pas ce qui se passait dans les EHPAD. On n'avait pas de chiffres, on ne savait pas quel est le taux de mortalité des personnes âgées en EHPAD, et donc on s'était un peu aperçu que tout le monde s'en foutait des EHPAD. Ça, c'était la première séquence. On apprend ça, c'est une deuxième séquence, c'est pas fait pour les enrichir. Et troisième point, je vais vous donner la réaction d'une de mes anciennes collaboratrices qui a travaillé dans cet univers-là et qui m'a dit on aura un scandale dans quelques années parce que elle m'a dit voilà ce qui se passe. On est entre l'ARS et le conseil départemental. Ouais, et donc à chaque fois qu'il y a un problème d'investissement, ou il y a un problème de matériel, ou il y a un problème de quelque chose, l'ARS dit c'est le conseil départemental et le conseil départemental dit c'est l'ARS. Et moi je fais une proposition. Qu'est-ce qui se passe à Marseille en ce moment ? On dit le chef de l'État est arrivé et il a dispenser des milliards pour Marseille. Et aujourd'hui, on vous dit, on n'arrive pas, les collectivités locales veulent pas prendre en charge ceci ou cela. Les enseignants vous disent, par exemple, pour les matériels de détection des CO2, la collectivité locale dit, non, c'est pas moi, c'est le ministère. Il faudrait un ministère ou une mission à la Cour des comptes qui dira, quand le politique dit quelque chose, la Cour des comptes décide qui doit financer quoi, et on va gagner 5 ans dans tout. Parce que après vous vous dites, oui, mais ils se sont pas mis d'accord sur qui allait financer. Nous, dans nos entreprises, si on se mettait pas d'accord sur les investissements, sur qui est-ce qu'il faut augmenter, ou qu'est-ce qu'il faut investir pour aller gagner un marché, parce que ce serait stupide. Qui finance. Si Valérie, expert, disait le matin, je suis pas sûr, on m'a pas dit à quelle heure je commençais, etc. Ça s'appelle la France en dessus-dessous. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio, excusez-moi, on reprend. Sophie de Menton, Jackie Isabello, Virginie Leguet, Thibault Langsat. Je vais vous mettre un deux. Je vais mettre une particule. Ce matin, un échange assez étonnant entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin. Écoutez. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité ? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes.
toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous, à personne. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sévère votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Voilà, donc Sophie trouve ça bien. Alors, on ne peut pas être nuancé dans cette émission, on ne peut pas être nuancé. J'ai trouvé Apolline de Malherbe, et ce n'est pas la première fois, extrêmement agressive. Il a fait une erreur au départ. Et elle va déjà mal. Elle pose une seconde. Pardon ? Elle pose une question. Oui, elle pose une question. Qui le dérange ? Allez-y. Elle pose une question, il a eu une mauvaise réponse en disant, tout de suite, il a dit, mais je suis sur CNews qui était idiot, faisant allusion effectivement à la chaîne qui est plutôt à droite, etc. Mais Apolline de Malherbe attaque à la gorge des gens qu'elle interroge. C'est pas la première fois. Moi, j'ai trouvé que c'était elle, il a essayé de tempérer après. J'ai trouvé qu'elle était totalement anormalement agressive. Et puis, il faut dire une chose, c'est que ça doit quand même être difficile parce que Darmanin, il en prend plein la gueule dès qu'il est interviewé. Enfin, il est ministre, on va pas le plaindre. Il a qu'à aller retrouver. On va pas le plaindre. J'ai trouvé qu'Apolline de Malherbe était agressive. J'ai ressenti une agressivité terrible de sa part. Moi, j'ai retrouvé une agressivité chez Gérald Darmanin, d'une violence. Et cette phrase « Calmez-vous, madame, et ça va bien se passer ». C'est pas méchant, ça va bien se passer. Vous croyez qu'il aurait dit ça, Jean-Jacques Bourdin? Là, c'est le côté. Jean-Jacques Bourdin, on a encore autre chose. Non, mais ou à Bruce Toussaint. Valérie, reprenons les choses. Elle a été remarquable. Parce que face à un type qui lui a fait preuve d'une arrogance, elle l'a claqué, elle l'a mouché, elle l'a ramené là où elle devait. De le claquer. C'est pas le rôle d'un journaliste. Sophie, faisons de la basse rhétorique. Faisons de la basse rhétorique. Si quelqu'un dans un débat fait ce qu'on appelle de la réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment sur une idée, ça c'est une idée de nazi, vous cassez le débat. Vous êtes sur BFM TV, vous balancez à la jeune femme qui vous interroge que c'est sur CNews, mais c'est quoi cette attitude? C'est comme si votre mari, votre ami vous comparait à votre belle-mère. Enfin, c'est des trucs, ça casse le débat, c'est pas possible. Voilà. Et c'est ce que Gérald Darmanin a fait de son arrogance. Comme moi, je me rappelle à l'époque quand j'avais expliqué que quand Gérald Darmanin dit à l'Assemblée nationale cette proposition, je m'étouffe, les gens disaient non, il l'a pas fait exprès. J'ai dit je suis désolé, quand on est ministre de l'Intérieur, on n'utilise pas cette formule, et c'était une formule qu'il avait utilisée à dessein pour choquer les gens, faisant référence à la mort de monsieur Chouviat. Gérald Darmanin, il est comme ça, il est dans des querelles sarkozystes. C'est-à-dire que de temps en temps, il doit aller au combat. Et Apolline de Malherbe, je suis pas forcément un grand fan, mais là, elle lui a fait voir qu'aujourd'hui, on peut s'en prendre une. Elle lui en a mis 2, 3. Et je vais vous dire un truc. À un moment, elle aurait pu lui balancer, en parlant des sujets islamistes, qu'il parlait de la ville de Roubaix, ville dont il a été maire. Elle a été bien sympa de pas le faire. Elle n'est pas allée trop loin. Il a été insupportable. Un journaliste doit aller jusqu'au bout. Elle aurait pu très bien parler de sa ville, je suis d'accord, mais elle est agressive. Et donc l'agressivité entraîne l'agressivité. C'est lui qui commence. Attendez, c'est lui qui commence. Elle lui parle. Il y a quand même 69% des Français qui sont déçus par le bilan sécurité des Virginie. Je voulais juste dire que Gérald Darmanin n'a jamais été maire de Roubaix, mais qu'il est maire de Tourcoing. C'est vrai. Donc elle a bien fait de pas le faire. Non, mais 69% des Français estiment que le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron n'est pas bon. Elle lui pose une question qui est très claire sur la hausse des homicides. Elle parle d'explosion dès le départ. Mais elle lui pose une question. Virginie, la réponse. Je suis journaliste, donc je voudrais quand même. Comment vous l'avez ressenti? Moi, je l'ai écouté. Non. Je l'ai écoutée, je l'ai entendu de bout en bout, cette interview. Elle a fait état de chiffres qui venaient d'ailleurs des statistiques du ministère de l'Intérieur. Et elle l'a répété plusieurs fois. Et Gérald Darmanin a réagi, de mon point de vue, de façon excessive, tout de suite, sans même lui laisser le temps de reposer sa question, ou même lui de répondre. Il a commencé par balayer d'un revers de main, j'allais dire, le bien fondé de sa question. Pardon, en fin de quinquennat, on peut se poser la question. Et elle lui a dit, est-ce que l'exécutif ne s'est pas réveillé un peu tard sur la sécurité, qui est une question, pardon, une bonne question. C'était ça sa question, si vous l'avez écoutée vous aussi. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, on est à 3 mois. Elle a dit, on est à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que l'exécutif se réveille pas un peu tard? Et voilà les chiffres. Et lui ne voulait pas parler de ça. Il voulait parler des progrès qui ont été faits. Et il a fini par reconnaître que le chiffre qu'elle a donné sur les violences faites aux personnes était exact. Il l'a dit. Il a dit votre chiffre est exact. On n'a pas tout l'extrait. Alors, c'est pas votre émission, Sophie.
Pardon, Sophie, si on peut juste terminer. Et les autres chiffres, il les a contestés en disant ils sont en amélioration, mais il a reconnu que ce chiffre-là était exact. Donc je trouve que son attitude a été outrancière et très méprisante. Dire à un journaliste ça va bien se passer, vous inquiétez pas, le répéter plusieurs fois et lui couper la parole, non, moi j'ai pas trouvé qu'elle s'était mal comportée avec lui. Alors Thibault Langsad. Incontestablement, il a perdu ses nerfs et je pense que ça ne servira pas sa cause. Donc je pense que le comportement n'était pas bon. Il a été agressé, il a mal réagi. Il n'a pas été agressé, il lui a posé une question qu'il ne voulait pas entendre. Il a considéré, il s'est senti agressé, donc il a mal réagi. Après, on est habitué à Pauline de Malherbe, à sa rugosité sur certains points. Mais je pense que c'est une mauvaise attitude parce que ça va montrer une fois de plus une forme de collusion des journalistes avec les politiques. Et donc ça donne un sentiment orienté. Et je pense que ça ne lui portera pas, enfin c'est pas une bonne interview pour lui. Qui sera qui ne sera pas profitable. Je pense pas que ça va fédérer son camp, ça va déstabiliser un peu plus. Et puis comme il était cartelé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, on voit bien la tension qui règne sur ce sujet-là. Donc non, c'est pas une bonne séquence. Non, mais techniquement, en plus, hier dans le Figaro, l'excellent sondage Fiducial Odoxa qui disait exactement la même chose. On a demandé aux Français s'ils trouvaient le bilan bon. Le bilan était mauvais. Ils ont fait 1,5 pages là-dessus. Il y a eu des analyses sociologiques sur le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Donc elle était complètement dans son truc. Après, il faut sortir un peu du truc agressif et tout ça. Enfin, moi, je me rappelle de tas d'interviews de El Kabbach, de François-Henri Drévieux, de Bourdin, de Plenel. Pauline de Malherbe, elle fait son job et elle doit le pousser dans son retranchement. S'il est le premier flic de France, j'espère qu'il aura d'autres difficultés à gérer qu'un plateau sur BFM TV. Il ne veut pas répondre à une question qui le dérange, parce qu'il lui dit je ne veux pas répondre à ça, je veux parler du bilan positif, c'est-à-dire le travail exceptionnel des policiers, etc. Je suis d'accord sur le fait qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout des questions. Je suis d'accord qu'il a perdu ses nerfs. Je trouve que les journalistes agressifs, c'est insupportable. Et quand on a un caractère, on connaît aussi le caractère de Darmanin, il y en a d'autres qui l'ont. Et moi, je trouve que ça ne gagne rien. Elle pouvait poser la même question. Elle n'a pas été agressive dans sa question. Moi, je l'ai vécu comme très agressive et c'est pas la première fois que je la trouve agressive. Repassons le début de l'interview. Écoutez la question. Elle a posé de façon agressive. Écoutez. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews. Voilà. Est-ce que c'est une question agressive? De façon agressive. Est-ce qu'elle est après, agressive? ça a monté. Elle est très factuelle. Oui, mais c'est lui quand il répond CNews. Quand on la voit, elle avait l'air un peu, elle avait l'air agressive. Mais voilà. Bon. Non, mais alors la question n'est plus agressive. Elle avait l'air. Non, elle n'avait pas l'air. Et la question n'était pas agressive. Je l'ai ressentie comme agressive, mais j'ai certainement tort. Alors, Olivier nous dit ce qui est curieux, c'est qu'on n'entend pas parler de misogynie ni de planning, ça ne saurait tarder et ce serait de bonne loi. Laurence nous dit ce n'est pas agressif, c'est insultant de la part de Darmanin. Ce qui est terrible, vous disiez Thibault Langsad, c'est une mauvaise séquence pour lui. La preuve, c'est qu'on n'aurait absolument pas parlé s'il avait été en face de Gérald Darmanin. Et non, mais on avait répondu calmement. S'il avait comme ça, il pouvait répondre calmement. On peut se poser la question de savoir si on en aurait parlé s'il avait été en face de Bourdin. Oui. Et puis, non, mais s'il avait pas eu ça va bien se passer. Non, mais là, le truc. Est-ce qu'on en aurait parlé ce matin? Il l'aurait pas dit surtout. Il l'aurait pas dit ça. Mais quand même, il l'aurait exprimé. Non, mais ça se serait pas passé comme ça parce qu'il n'aurait pas surenchéri. Elle n'aurait pas été obligée de lui dire étant mort, là, vous êtes en train de me parler, vous êtes en train de sortir de votre rôle de ministre. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans la structuration du discours, il y a 3 phases et il y a l'éthos qui est votre expertise que vous portez et que la République vous confère avec ce titre de ministre. Et là, il est complètement sorti de son truc. On a l'impression qu'il était sorti de la cour de récréation où il vous laisse bastonner avec Apolline de Malherbe. C'est pour ça qu'à un moment, on lui dit attends, là, on n'est plus dans l'échange ou on n'est plus dans cette espèce de fausse courtoisie qui peut parfois guider un peu l'interview. Il a essayé de baisser l'agressivité en disant ça va bien se passer, ce qui est une expression que tout le monde utilise. Non, c'est pas ça va bien se passer, c'est madame, ça va bien se passer. Il y a un côté très violent. Non, je disais qu'on n'aurait pas, on entend en boucle les chiffres du coup très mauvais pour le gouvernement. C'est pour ça que c'est une très mauvaise séquence parce que du coup c'est une mauvaise séquence des deux côtés. Et quelle place dans la campagne pour Gérald Darmanin? Parce que je vous rappelle que depuis quelques semaines, quand même, les médias se posent des questions. Où est Gérald Darmanin? Il est toujours en retrait. Lorsque le président de la République s'est déplacé pour parler immigration, il a été finalement le porte-plat. Il a du mal un peu à incarner une ligne qui est importante en ce moment et qui est portée par certains candidats à la présidentielle. Je pense que ça doit l'énerver un peu. Et s'il doit être uniquement en rôle de justificateur de mauvais résultats sur la sécurité, ça ne lui convient pas.
Allez, on va marquer une toute petite pause, on va changer de sujet, parlons un petit peu de diplomatie. Hein, on est diplomate ce matin, à tout de suite. Allez, on change de sujet, on va revenir sur la Russie. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine qui se sont rencontrés hier à Moscou pendant plus de 5 heures, le plus souvent seuls, pour aller au bout des choses. Il y avait uniquement une traductrice qui était là au cas où les traducteurs simultanés tomberaient en panne. Et cette table incroyable, déjà peut-être sur le décor. On dit que Poutine est très inquiet du Covid, donc c'est peut-être ceci explique cela. Bonne séquence ou mauvaise séquence, excellente. Excellente pour vous, Sophie. Excellent. Voilà. Bon. Non, mais je suis désolée. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec votre peuple. D'accord. Moi, j'étais assez fière de voir que c'était en même temps le président de l'Europe et le président français qui, dans une situation horriblement tendue, a été capable de maintenir un dialogue, on verra ce qu'il en sort, mais un dialogue pendant assez longtemps. Poutine qui a plutôt été favorable. Ensuite, il est carrément allé voir à Kiev l'opposant. Poutine a dit on va se revoir, on va se reparler dans quelques temps. Ben voilà, moi, j'en sais pas plus. En tant qu'observatrice, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Oui, Virginie ? Je pense que pour Macron, les apparences sont sauves. Il est le premier chef d'État à avoir rencontré Poutine dans cette crise. Le face-à-face, assez impressionnant quand on voyait visuellement la table de 4 mètres, personne dans la salle, puisque les interprètes étaient reliés par des petits boîtiers, a duré 6 heures. Donc le temps qu'a consacré Poutine à Emmanuel Macron, ou le temps qu'Emmanuel Macron a consacré à Poutine, dit malgré tout que voilà, il y a une forme de peut-être de considération entre ces deux hommes qui se tutoient et qui se sont vus plus de 10 fois depuis le début du quinquennat. Pour autant, je pense que quand on a entendu la conférence de presse, et moi je l'ai écoutée de bout en bout, on a vu que Vladimir Poutine n'avait cédé sur rien, et que pire, la conférence de presse qui a démarré sur des propos plutôt amènes en disant voilà, on est content, on s'est bien parlé, c'est formidable, il y a peut-être des avancées, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Au fur et à mesure que la conférence de presse se faisait, chacun repartait sur ses positions, j'allais dire, du départ, et que même Vladimir Poutine s'est montré extrêmement intransigeant dans ses déclarations sur l'Ukraine, sur l'OTAN, sur... enfin, je ne vois pas quelles sont les avancées. Sauf que quand on discute, on ne fait pas la guerre. C'est la seule chose. Voilà, Emmanuel Macron ce matin revient sur cette rencontre et il se félicite d'avoir obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade. Mais est-ce que, seulement il devait y en avoir une? Et est-ce que Vladimir Poutine avait réellement l'intention de faire la guerre? Ou est-ce que c'est pas juste une démonstration de force, comme il aime à en faire, en disant bon, moi je mets mes soldats, vous voyez comme c'est impressionnant, tous mes soldats derrière la frontière. Est-ce qu'il avait réellement l'intention de faire la guerre, ou est-ce qu'il veut juste se remettre au centre? On peut croire qu'il a un peu influé. D'abord, c'est un bel exercice diplomatique, ça c'est salué par tout le monde, et la vidéo du président de la République est un bon exercice, est un bon exposé des problèmes, comme on pourrait dire à l'école. Après, il n'y avait pas de but de guerre, c'est-à-dire que tout le monde a compris que le président de la République partait, mais on ne savait pas quelle était la finalité, si ce n'est d'éviter la guerre, dont on ne sait pas très bien si elle se passera de façon conventionnelle comme on l'imagine. C'est l'OTAN aussi. Et donc, il n'y avait pas de but de guerre sur des éléments très précis, et ce qui a été évoqué hier est absolument pas précis. C'est une fois de plus exposer des problèmes. Donc, c'est plutôt une bonne séquence, on va dire, en termes d'image. Facialement, c'est une bonne séquence. Après, moi, je me méfie des accords, et ça nous rappelle une triste période des accords de Munich, où on s'est félicité du retour de Daladier en France, qui nous a mis dans une position légèrement différente de ce que l'on espérait. Alors, je ne vais pas comparer la situation à ce qui s'est passé en 1939, mais voilà, on est dans un exercice diplomatique. Il ne repartira pas avec le déshonneur, pour rebondir sur la fameuse formule de Churchill. Non, ce qui est intéressant, c'est, pour ne pas redire ce qui a été dit, c'est de se dire que cette séquence, elle s'est faite dans un moment intéressant, c'est-à-dire que Joe Biden, qui connaît bien ces sujets-là, vous avez vu, demande à son administration et lui-même dans sa relation à Poutine d'être excessivement excessif. Vous voyez, je fais une figure de style un peu tordue, parce qu'au moment où Macron se déplace, les services américains vous disent ils vont envahir l'Ukraine. Ce ne serait pas le premier manchot que la CIA asymétrie. Il y a une asymétrie, donc Poutine et Biden se jaugent. L'enjeu est là. Mais là où je trouve que Macron et sa posture est intéressante, au-delà des images, c'est que finalement, il a tenu son rôle de leader de l'Europe. On sait que c'est compliqué pour les Allemands, on sait que c'est compliqué pour Scholz. D'ailleurs, les médias interrogent la position de Scholz. Bon, on le sait, le business, l'énergie, on ne va pas revenir dessus. Mais le président, de ce point de vue-là,
a finalement, autant que faire se peut, réussi à montrer que l'Europe, par la présidence de l'Europe qu'il détient, du Conseil, mais sur tout le reste, sur la capacité de Macron à empêcher les soldats de franchir la frontière, etc. Ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas d'impact. Oui. On a un auditeur qui voulait réagir, c'est Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci Sud Radio. Bon, on vous écoute. Bien. Alors, il faut distinguer plusieurs positions. Les Américains, depuis des dizaines d'années, s'évertuent à faire en sorte que l'Europe ne se constitue pas. Ils veulent avoir la main mise sur l'Europe. Bien. Ensuite, vous avez la Russie. Depuis la chute de l'Union soviétique, Poutine s'évertue à vouloir reconstruire la Grande Russie. Il a réussi à avaler la Crimée, du reste c'est en discussion, et il veut maintenant s'accaparer une partie de l'Ukraine. D'accord ? Et il veut aussi montrer sa force. Et nous avons de l'autre côté l'Europe, qui depuis des dizaines d'années aurait pu constituer une force. Nous étions 500 millions d'habitants, nous ne sommes plus maintenant que 450 millions. Nous pourrions mettre cette force en place, à savoir une armée européenne. L'Europe de la défense. Comment ? L'Europe de la défense. Ça n'a jamais fonctionné. Tout à fait. Une armée européenne qui permettrait de fournir du travail à environ 10 millions de personnes, avec une armée avec des gens qui pourraient être formés au cours de leur instruction pendant un engagement de 6 ans, par exemple, et la possibilité d'acquérir 3 spécialités, celle de combattants et 2 autres spécialités. Donc une armée européenne qui nous permettrait de nous défendre nous-mêmes sans être obligés de supporter les obligations des États-Unis. On en est loin. Oui, mais on en est loin. Ça n'a jamais. Oui, mais c'est à mettre en place. Je suis désolé, ça fait. Il faut y a un commencement à tout. Donc c'est à mettre en place, d'une part. Et ça nous permettrait aussi de dire à Poutine. Ça n'a jamais autant évolué que ces dernières années. Avec nous. Oui, sauf que ça peut provoquer aussi une guerre, une escalade. Non, Thibault Langsat. Non, le point, c'est qu'une armée européenne est un vœu pieux. Vous ne pouvez pas avoir une armée européenne tant que vous n'êtes pas harmonisé sur le plan politique. Donc l'emploi des forces nécessite une harmonisation politique. Donc vous pouvez rassembler tous les régiments, les unités, les chars, les bateaux, les avions, en disant voilà, ça fait tant. Mais tant que vous n'avez pas une harmonisation politique, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est l'étape préalable. Après, c'est de la logistique, c'est du commandement intégré qui peut très bien fonctionner. D'ailleurs, quand les alliés fonctionnent, ça fonctionne bien au sein de l'OTAN. Ça fonctionne très bien sur la brigade franco-allemande. Mais c'est le désalignement politique qui fait qu'on n'arrive pas à employer les troupes de façon cohérente et opérationnelle. Et c'est le désalignement politique qui fait que nombre de décisions ne peuvent pas être prises en dehors même. Rappelons quand même qui a tué cette idée de défense européenne. C'est quand même Pleven et le général de Gaulle. Le général de Gaulle, le premier, ne voulait pas d'une défense européenne et d'une armée européenne. Regardez ce qui se passe au Mali où on est reconquérir la souveraineté. On est seul aussi. On n'est pas. C'est un autre sujet, mais il n'y a pas de solidarité. Et je voulais rajouter quelque chose sur le Mali. La réponse de Vladimir Poutine hier à propos du Mali n'a pas manqué de piquant parce qu'il a dit ah non mais ceux qui sont là-bas, autrement dit les forces Wagner, l'État russe n'y est pour rien. D'ailleurs, je vais faire quelques investigations pour essayer de comprendre. Mais c'est une société privée qui a négocié en dehors de l'État russe. Franchement, là, c'était à la limite ça s'appelle la diplomatie. Non, Emmanuel Macron est en train de tenir une conférence de presse en ce moment même et il revient sur l'entretien d'hier où il dit avoir obtenu de Vladimir Poutine qu'il n'y ait pas d'escalade. Oui, mais il prend un risque en disant cela. Est-ce qu'on peut faire confiance à Poutine? Sur quelles conditions on n'ira pas d'escalade? Quels seront les Rubicons qui vont être franchis, qui vont permettre de dire on mettra une escalade? Qu'est-ce qu'on va devoir lâcher? D'un point de vue on the ground, il n'y aura pas de boots on the ground, comme disent les militaires. Par contre, la guerre qui est menée par les Russes sur les outils cyber, qui déstabilisent l'Ukraine. Je vous rappelle quand même que tous les jours, de Biélorussie et de Russie, vous avez des groupes qui déclarent avoir posé des bombes dans des écoles ukrainiennes. Les enfants ukrainiens ne peuvent plus être scolarisés parce qu'ils déclarent des bombes dans des milliers d'écoles. Quand vous faites ça, si on faisait ça en France, ce seraient des actes de guerre. Rappelez-vous, pendant l'élection américaine, Biden a appelé...
Certains journaux en parlent. Je pourrais vous donner. Avant l'élection américaine, les pouvoirs publics américains ont appelé Poutine. Ils lui ont dit 2 choses. Ils lui ont dit on ne touche pas aux machines à voter américaines. Si vous touchez aux machines à voter américaines, ce sera un acte de guerre. Ils l'ont fait un petit peu. Ils sont capables de mener des actions comme ça qui peuvent déstabiliser des États entiers. Et ça, c'est un petit peu vu lors de l'envahissement du Capitole. Si vous discutez avec des spécialistes de géopolitique, ils vous le diront. Ce que font les Russes, ils ne mettront pas de soldats. Ils sont en train de le faire par l'intermédiaire de la cyber. Ils sont en train de déstabiliser les médias. Les Ukrainiens ont fermé 3 chaînes de télé russes en Ukraine. Voilà. Les médias sont aujourd'hui abreuvés de fausses informations. Cette guerre-là, elle est menée sur le terrain et elle est extrêmement dangereuse. Je vous donne le menu d'hier soir, ça a duré 5 heures leur entretien, et vous avez lu ou pas? Non. Pommes trempées aux langoustines, raviolis aux épinards, soupe aux 5 espèces de poissons, sorbet au gingembre, pour faire un peu digérer, ça s'appelle le trou normand. Steak de surgeon au petit Tim, viande de renne aux patates douces et aux mûres, et tarte aux poires avec glace à la vanille, tout cela arrosé par un chardonnay russe et un rebo Usabda. Je vous ne dirai pas la suite. Pas la moindre petite lapée de caviar. Non, pas du tout. C'est un menu c'est Macron qui a demandé s'il n'y a pas de caviar. Un menu très consistant. Mais un auditeur, Olivier, nous dit Poutine était imperturbable et Macron était un peu transpirant et pas très à l'aise. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Non, moi, j'ai trouvé fatigué dans les yeux. Il avait l'air très fatigué. Peut-être le voyage. Alors, je ne sais pas comment on arrive à tenir avec sur un plan français, franco-français, est-ce que c'est de nature à l'aider s'il se représente? Est-ce que la politique étrangère influe sur le vote des Français? On va lui donner une stature d'homme d'État. Je pense que la stature, il l'a, et je pense que malheureusement, ce ne sera pas un sujet qui sera extrêmement regardé par les Français. C'est sûr. Inconsciemment, les Français ont besoin d'être fiers de leur président. On l'a vu plein de fois. Ils ont honte de leur président dans certaines circonstances. De sécurité, de pouvoir d'achat, les questions qui sont traitées en ce moment sont des questions extrêmement regardées par les Français. Et Georges Ballandier, qui est un sociologue de la politique, parlait de théâtrocratie, disait la mise en scène de la politique, ça passe aussi par ça. Si on a des statuts, si on a des uniformes, si on a des grades, si on a des casquettes, si on a des beaux bâtiments, c'est la théâtrocratie, et le fait de voir son président face aux puissants du monde, ça fait partie de quelque chose qui renforce votre image. Ça ne sera pas que ça, mais en tout cas, ça ne peut pas lui nuire. C'est aussi prendre du temps, aller parler, se rendre sur place. Ça aurait pu durer une demi-heure. Là, il en aurait pris, mais alors, si jamais il était resté une demi-heure, qu'il soit sorti, que Poutine ait montré ses muscles, il était mort dans les médias français. Apparemment, la France avait eu des garanties que ça ne se passerait pas comme ça avant même d'y aller. Et c'est pas ça s'appelle la diplomatie. Voilà. C'est ça. Voilà. Merci à tous les 4. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Et nous, on se retrouve demain. À demain.